Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de ce 3 mars 2026. Merci donc de prendre le rendez-vous. Nous allons parler ce soir du cas de concertation de l'opposition. Dans l'actualité, vous avez appris le retrait de la grande solidarité républicaine après le MPL de ce creuset qui a vu le jour en 2024 pour plusieurs objectifs quand même. Mais nous allons démarrer nos échanges ce soir par l'avis de recherche lancé contre les présumés auteurs de la mutinerie du 7 décembre dernier. La tête de Pascal Tigri et ses complices est désormais mise à prix 20 millions de francs CFA pour toute information menant à leur arrestation. La police républicaine appelle donc à une coopération citoyenne, mais comment contribuer à cette traque? C'est le premier sujet qui va nous occuper. Et je reçois pour l'occasion cet Ansel Batemi qui est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir aux amis téléspectateurs de Télé. Monsieur Justin Kakpo, analyste politique, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de Télé. Monsieur Kakpo, 20 millions pour aider à retrouver Monsieur Tigri et ses complices présumés. Selon vous, quel est le signal qu'on envoie en associant directement les citoyens à cette chasse à l'homme? Alors, je dirais tout simplement d'abord que ce n'est pas, qu'on en vienne à une telle décision, ce n'est pas une première dans l'histoire de l'humanité. Et donc, je ne pense pas que cela puisse constituer un élément par rapport auquel l'on se sente peut-être un peu trop surpris ou que l'on se dise ne pas sincèrement comprendre ce qui se passe. Et donc, quand on en vient totalement au fait par rapport à tout ce qui s'est passé, et si on en arrive à ce que la tête de M. Tigri et de ses co-accusés soit mise à prix, je pense que c'est... Ils sont pas encore accusés, ils sont pour le moment recherchés. D'accord. Voilà. Et ses acolytes, si je peux le dire ainsi alors. Et donc, je pense que par rapport à cette situation, c'est tout à fait normal que la procédure continue son cours, que le processus puisse continuer son cours. Et donc, le fait qu'on décide de récompenser toute personne qui déciderait de signaler un quelconque positionnement remarqué par rapport à ces personnes-là, je pense que c'est un élément motivateur qui va pouvoir permettre aux gens qui seraient en détention d'une quelconque information qui pourrait leur permettre de pouvoir permettre à la police de retrouver ces personnes-là qui sont recherchées. Et vous, Monsieur Atemi, quel est le signal qu'on envoie en associant le citoyen lambda à cette chasse à l'homme, son offre de l'homme? Écoutez, quand je remarque, que j'observe que cette chasse à l'homme n'est lancée qu'en ce début de mois de mars, et que 9 mandats d'arrêt international ont été déjà sortis, et que c'est maintenant qu'on met, on va dire, la tête du lieutenant-colonel Pascal Tigri et ses compères présumés auteurs du putsch manqué du 7 décembre dernier, je me dis que quelque part, on a été un peu dos au mur par rapport à toutes les démarches qui ont été menées jusqu'à présent. Et qu'on s'est rendu compte qu'il faut forcément associer la population, mettre les têtes à prix, mettre un fort prix là-dessus, en espérant que des personnes qui auraient voilà, des bribes d'informations ou des informations ou des pistes puissent aider à ce que ces fugitifs-là puissent être retrouvés. Et bon, cela ne me dérange pas pour autant, mais je me dis, on est en train d'actionner un autre levier de cette machine qui puisse permettre que... Exactement. Qui puisse permettre de mettre la main sur ces personnes-là, parce qu'il est important pour un point de vue moral, à mon avis, que la main soit mise sur ces personnes-là. Et vous savez que cette situation a eu beaucoup de... Je veux dire quoi?
a eu beaucoup de répercussions sur un certain nombre de choses dans notre pays, ne serait-ce que sur un point de vue mental et psychologique de certaines personnes. Donc, que ces personnes-là se soient échappées alors qu'on a réussi à arrêter certains. Vous savez que dans cette affaire de tentative de coup d'État, 30 personnes environ ont été arrêtées, autant des militaires que des civils. Mais il y en a 7, je crois, si je ne me trompe pas, il y en a 7 qui sont encore en cavale, 7 parmi lesquels se trouve le maillon fort, nous dit-on, qui est le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Donc, ça veut dire qu'en fait, la tête de la bande n'a pas encore été arrêtée, elle n'a pas encore été coupée. C'est normal que dans un élan de peur, on puisse mettre les bouchées doubles pour pouvoir parvenir à cette fin-là. Et justement, les hommes recherchés aujourd'hui sont des militaires de carrière, donc formés pour disparaître, formés pour... non, bon, je peux que le dire, formés en tout cas pour rester introuvable. Pour rester justement introuvable. Donc, la question associée, on va dire, une prime financière, serait-ce la meilleure stratégie ou la stratégie adaptée pour cette chasse? Ou y a-t-il d'autres actions dont on n'a forcément pas encore vent? Mon cher ami Akakol disait tout à l'heure à l'entame de ses propos, vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'humanité, dans le monde. Et ce n'est même pas la première fois que ça arrive dans notre pays, qu'on mette la tête de certaines personnes à prix pour avoir des informations sur elles. Ce n'est pas du tout la première fois. Vous avez vu le montant, et c'est un début de montant. Si vous êtes un citoyen lambda, que vous trouvez être quelque part, que vous avez une petite information qui puisse ne serait-ce que donner le début d'une piste qui puisse parvenir à, oui, crédible bien entendu, qui puisse parvenir à mettre la main sur un tiers, sur l'un d'entre eux, écoutez, vous avez déjà 20 millions de francs CFA. Avec 20 millions de francs CFA, il y a plein aujourd'hui qui peuvent changer leur vie. Vous savez, nous sommes dans une société où notre socioculture fait en sorte que, quelque part, je ne dirais pas que nous sommes avides de l'argent, mais je dirais juste que nous ne sommes pas indifférents à avoir l'argent. L'argent fait beaucoup de bien. L'argent aide à faire beaucoup de choses. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont de petites situations. Je ne veux pas me mettre à citer des prix. Mais avec 20 millions de francs CFA, écoutez, la façon de réfléchir change. Donc, moi, je connais des personnes qui vont se mettre avec qui j'ai même discuté aujourd'hui, qui m'ont posé des questions. Je dis, je ne sais pas. Il dit, oh, si tu connais quelque chose, il faut me dire, je ne sais pas, comment je vais connaître? Je ne sais pas, je suis comme toi. Donc, vous imaginez, lui, il commence déjà par faire ses investigations pour trouver des pistes, de sorte à ce qu'il puisse être l'une des personnes qui va peut-être donner une piste qui... Toucher la cagnotte. Voilà, pour toucher la cagnotte. Donc, tant que la cagnotte sera mise à prix, tant qu'il y aura une cagnotte et que les têtes seront mises à prix, des gens se battront, des gens remueront terre et ciel pour pouvoir être l'un des bénéficiaires de cette cagnotte. Oui, ils remueront ciel et terre, un peu comme la police, pour retrouver ces personnes-là, d'autant plus qu'ils nous doivent explication sur cette situation, heureusement déjouée le 7 décembre, M. Akakou. Le fait qu'on en arrive là ne voudra pas dire que la police républicaine a décidé de ne pas explorer d'autres pistes ou de ne pas mettre en branle d'autres stratégies. Donc, ce qui voudra dire que c'est cet élément ou ce pan de choses qui est en train d'être lancé est un élément qui va pouvoir, est un élément contributif. Donc, ça vient en quelque sorte ajouter un cordon à ce qui est déjà mis en place comme arsenal stratégique. Et donc, je pense pour ma part que le fait qu'on décide de mettre à prix les têtes de ces personnes-là, c'est déjà un élément qui pourra permettre à la police républicaine de pouvoir explorer d'autres pistes et de pouvoir avoir l'apport contributif de la population. Parce que si, pour une opération de cette envergure, si la police républicaine décide de faire cavalier seul, je pense que peut-être que des choses vont lui échapper. Et donc, moi, je me suis dit que c'est peut-être pour cela qu'à un moment donné, les autorités ont senti le besoin
de pouvoir explorer aussi cette piste-là. Et donc, moi, je trouve cela normal, je trouve cela tout à fait légitime que l'on décide d'opérer ainsi. Parce que, comme a commencé par l'évoquer tout à l'heure mon co-débatteur, cette situation a créé beaucoup de dégâts. De dégâts à la fois matériels et humains. Et donc, en dehors de ça, il y a la psychose que cela a créé au sein de l'opinion. Et imaginez à un moment donné tout ce qui a pu se passer dans la tête de la population, tout le film qui a pu se dérouler dans la tête de tout un chacun de nous quand cette situation est arrivée. Et donc, l'autre chose que je voudrais aussi souligner, qui puisse nous permettre de savoir que c'est en quelque sorte une mission régalienne que s'est donnée et que se sont données les autorités, c'est que le chef de l'État avait dit que cette forfaiture ne saurait rester impunie. Et donc, moi, je pense pour ma part que c'est déjà un élément fondamental pour nous amener à savoir et à comprendre que la police républicaine ne va pas baisser les bras. Les autorités compétentes ne baisseront pas les bras jusqu'à ce qu'elles ne parviennent à pouvoir atteindre les objectifs fixés. Et quelle sera, selon vous, l'apport de ce citoyen dans la recherche de ces personnes, comme je le disais, qui ont été formées pour rester introuvables dans une certaine mesure? Bon, l'apport de la population, en faisant moi mon analyse à mon sens, l'apport de la population ne serait pas d'aller capturer ces personnes-là parce que ce serait trop risqué pour ma part. Hein. Je pense que ce serait trop risqué pour des gens qui ont déjà reçu une telle formation que un citoyen se lève et dit qu'il irait les appréhender sans avoir reçu de formation au préalable. Vous imaginez ce que ça pourrait causer. C'est pour cela que dans le communiqué, on n'a pas dit d'aller les appréhender. On a demandé à ce que les gens puissent les aider à avoir d'informations. Et donc, si quelqu'un est en possession d'un brin d'information à un moment donné, la personne, en analysant ou en associant la prime qui est mise en place, en associant cela à à l'acte qu'il poserait, je pense que la personne ne réfléchirait pas trop avant de pouvoir mettre la main dans la pâte pour marquer cette dénonciation-là. Et donc, je pense que c'est sur la base de cet aspect-là, peut-être que la police républicaine a décidé d'opérer sur ce champ-là. Sur quel levier le citoyen peut actionner justement pour participer à cette mission plus ou moins républicaine, à cette Anselme-Atimi? Je dirais premièrement le levier du patriotisme. Se montrer patriote, c'est contribuer à ce que une action malencontreuse qui aurait pu créer un virement de l'ordre constitutionnel puisse être punie. Contribuer à pouvoir faire punir cette action, c'est faire signe de patriotisme. Il pourrait également utiliser le levier du civisme, j'ai envie de dire, parce qu'il est dit dans notre Constitution qu'il faut toujours contribuer à ce que une chose qui a été mal faite puisse être punie. Donc, ils peuvent également avoir ce levier-là. Mais au-delà de tout ça, j'ai envie de dire que il ne faut pas perdre de vue le côté pécunier. C'est une motivation, certes, mais ce n'est pas qu'une simple motivation, c'est une grosse motivation. Et donc, quand j'observe un peu la façon dont les choses se passent, la façon dont les ménages vivent, on se plaint de n'avoir pas toujours la possibilité d'avoir les 3 repas quotidiens, etc. Et tout le reste, je pense que ça seulement, ça va motiver certaines personnes, et même au sein de l'armée, à pouvoir parler. Je dis ça, hein, Angèle, je ne dis rien, mais écoutez, ce sont des personnes qui ont tout le temps été dans une corporation, qui ont préparé leur coup, de sorte à ce que
personne ne puisse être au courant et qui ont exécuté le coup, si on fouine bien, si on cherche bien, au sein de la corporation, on trouvera forcément quelqu'un qui pourra donner un filon afin qu'il puisse être retrouvé. Et puis l'autre chose, c'est que ces personnes-là ont des familles, ces personnes-là ont vécu dans des milieux donnés. Quand on va dans ce milieu-là, c'est les personnes résidentes qui ont résidé avec eux. Vous savez, quand on est dans ce genre de, je veux dire, dans ce genre de projet, et qu'on ne fait pas finement attention, on laisse toujours de petites traces. À moins que ce soit de super experts, je ne doute pas de leurs compétences, de super experts qui aient effacé toutes les traces de tout ce qu'ils ont préparé. Mais à force de fouiner, à force de chercher... Même dans les films de fiction, il y a toujours des traces qui sont laissées derrière. Et voilà. Et pourtant, dans les films de fiction, on fait les choses de façon très bien, vous savez. Donc, à force de chercher, à force de fouiner, on finira toujours par à mon avis, hein, vous me trouverez peut-être un peu trop optimiste, mais je pense que si ça se fouine bien, on finira toujours par trouver, si on cherche dans l'environnement de vie de ces présumés coupables, bon, au moins on peut les appeler putschistes, de ces putschistes, si on cherche dans leur environnement familial, si on cherche dans leur environnement social, si on cherche dans leur environnement professionnel, si on fouine bien et que les choses sont faites comme elles devaient être faites, je pense que finalement, un filon pourrait être trouvé et ça pourrait permettre de parvenir à bout. Cet environnement peut collaborer, d'autant plus que nous sommes, on va dire, dans un registre où nous protégeons presque les nôtres. Vous avez tout à l'heure parlé de levier du patriotisme tout à l'heure. Dans ce registre-là, pensez-vous que cela pourrait être, on va dire, un réflexe de ce côté-là? L'obstacle qui pourrait se présenter, l'un des obstacles qui pourrait se présenter devant ces leviers que j'ai précités tout à l'heure, ce serait l'obstacle je veux dire, de la fraternité, de la familiarité que l'on aurait eu avec ces personnes-là. Vous savez, quand vous êtes très proche d'une personne qui se trouve être votre frère, votre ami de longue date, ou une personne qui a été une fois votre bienfaiteur et qui se trouve être en mal à partie. De la République, de déstabilisation de la République. Je suis totalement d'accord. Si cette personne a mal à partie avec la justice, par exemple, et qui, une chose qui répond parfaitement à ce que vous êtes en train de dire, avant de pouvoir faire cette dénonciation, vous vous posez des questions. Vous dites, mais hier, il a été là pour moi. Attention, si je le fais, est-ce que la famille ne va pas dire que je viens de dénoncer mon propre sang? Est-ce que la famille ne va pas dire que je viens d'envoyer au gibet, à la mort ou à tout ce qu'on pourrait imaginer, un frère, une personne d'âme, une personne de sang et tout le reste? Est-ce que je ne vais pas avoir simplement la famille qui va se retourner contre moi, le reste de notre société qui va se retourner contre moi? Mais je dirais que face à ces, j'ai pas envie de dire spéculation, mais à ces idées qui pourraient venir, il faut pouvoir élever son sens de patriotisme et avoir confiance en la justice, parce que justice sera dite. Écoutez, nous, je crois que dans notre pays, la loi qui vise la condamnation à la peine de mort, je pense que elle a déjà été, voilà, elle a déjà été entièrement abrogée. Donc, je ne pense pas qu'on demanderait la peine de mort pour ces personnes-là. Donc, il faut faire confiance à la justice. Il faut déjà accomplir son devoir patriotique et ensuite, il faut faire confiance à la justice pour qu'elle puisse accomplir à son tour son devoir. Alors, au cours de cette situation, en tout cas dans la soirée de ce 7 décembre, on a appris que ces putschistes ont pris la pousse d'escampette, d'autres ont spéculé qu'ils pourraient se retrouver dans d'autres pays voisins, etc. Sur ce coup-là, est-ce qu'on peut avoir des concurrents dans la quête? Enfin, Seth disait qu'il ne faut pas oublier le côté pécuniaire de la chose. Sur ce coup-là, est-ce qu'on pourrait avoir de concurrents? En clair, la question, c'est toute aide est la bienvenue pour retrouver ces personnes recherchées aujourd'hui, M. Akapo. C'est plausible. Je pense que cette concurrence-là pourrait naître. Exactement. Cela pourrait naître si éventuellement les gens qui se retrouvent dans les pays voisins ont pu apercevoir ne serait-ce que des traces de ces personnes-là, ou ont quelques indices pouvant leur permettre de pouvoir signaler leur position
ou de pouvoir donner ne serait-ce qu'une bribe d'information par rapport à ces personnes-là. Et donc, je n'exclus pas cette possibilité-là. En tout cas, que ce soit au Bénin, et que ce soit plutôt dans les pays qui nous entourent ou que ce soit dans des pays lointains, et je pense que la concurrence est déjà là, puisque quel que soit là où ils se retrouveraient, il y aurait des gens qui auraient déjà vu la vie circuler, puisque ça c'est diffusé par le canal des réseaux sociaux, et donc c'est interplanétaire. Et donc si quelqu'un dans ces zones-là se retrouve en face de cette information-là, je pense que tout bonnement, cette personne-là va pouvoir donner l'information. Et donc, cette concurrence-là, je crois qu'elle est là. On a parlé de chez nous, mais nous sommes dans un environnement où nous avons des voisins un peu plus élevés. Peut-on compter sur, on va dire, la contribution officielle de nos voisins, si bien évidemment ces personnes recherchées aujourd'hui se trouvaient dans ces pays voisins, c'est Ansel Maté. Le Bénin se trouve dans une bonne position par rapport à la CEDEAO. Pas toujours très aimé. Oui, je vais en venir dans mon analyse. Le Bénin se trouve dans une bonne position par rapport à la CEDEAO. Qu'il vous souvienne que nous avons eu l'appui de la force spéciale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir déjouer ce putsch-là. La force en attente, donc. Exactement, la force en attente, voilà. Pardon. Donc, on peut compter déjà sur elle. On peut compter également sur la contribution des autres pays qui pourraient éventuellement le faire. Si votre question sous-entend que est-ce qu'il faut compter sur les États que j'aperçois là, ma réponse est non, ne comptez pas là-dessus, vous ne pouvez pas compter là-dessus. La seule chose sur laquelle vous pourrez compter, c'est la contribution des populations qui sont au niveau de ces États-là, mais qui, pour le faire, trouveront l'astuce idoine pour pouvoir le faire, parce qu'il y a quand même une cagnotte en jeu. Il n'y a pas que les Béninois qui aiment bien l'argent. Tout le monde, tout humain aime bien l'argent, parce que l'argent contribue à faire plein de choses. Donc, je pense qu'eux également, ils pourraient contribuer à le faire. Et nous n'avons pas que des personnes avec qui, je n'ai pas très envie de dire nous sommes en inimitié, mais nous n'avons pas que des personnes qui ne nous portent pas à 100% dans le cœur au niveau des pays de l'Interland, les pays qui nous entourent. Nous avons également des gens qui sont avec nous, qui sont en totale adéquation avec nous, et donc les choses se feront. Moi, j'ai confiance en ces forces de l'ordre et de sécurité. J'ai également confiance en notre diplomatie, et je pense que les choses pourraient se faire de sorte à ce que nous puissions avoir la solution à partir de chez nous ici, ou une solution qui puisse venir d'ailleurs. Donc, je dirais ça, et en concluant, je pourrais simplement dire que si vous êtes une personne ou si vous êtes béninois et que vous avez envie de vous mettre en poche cette cagnotte-là, ne serait-ce que pour une personne ou que... Ne voyez pas toujours l'argent, voyez la mission. Ok, si vous voulez être le héros, voilà, si vous voulez être le héros par lequel l'État parviendrait à pouvoir mettre la main sur ces personnes-là qui ont failli mettre à feu et à sang ou qui ont failli retourner l'ordre constitutionnel dans notre pays, écoutez, il faut le faire vite. Sinon, n'oubliez pas, il y a de la concurrence ailleurs et cette concurrence, elle est très... Ah, c'est Ansel Maté, vous restez toujours sur la question de la Germaine. Là, il s'agit de la composition de la sécurité également. Donc, il faudra qu'on prenne cela très au sérieux pour donc aider la police républicaine qui a lancé cet avis-là afin de retrouver ces personnes pour qu'on les écoute et qu'on situe les responsabilités afin définitivement de conjurer cela au passé. La traque, elle est lancée officiellement maintenant, M. Akapo. Et elle est totalement lancée. Et je pense que les gens savent quoi faire. Et donc, chacun se retrouve maintenant face à sa responsabilité, face à sa citoyenneté et face au rôle républicain qu'il aura à jouer par rapport à cette traque-là. Et donc, si quelqu'un se retrouve à avoir d'informations ou
et la personne sait quand même qu'elle elle a en sa possession des informations assez pertinentes pouvant permettre à la police républicaine ou aux autorités compétentes de pouvoir retrouver des pistes pouvant les mener vers ces personnes-là. Je pense que la fibre patriotique devrait primer surtout et nous amener à pouvoir réellement faire ce travail-là, parce que ces personnes-là soient introuvables, c'est quand même un élément qui amènerait à chaque fois à avoir en quelque sorte de soucis, parce qu'on ne sait pas ce que ces personnes-là seraient peut-être en train de préparer dans l'ombre. Et donc, que ces personnes-là soient toujours en cavale, c'est un élément fondamental qui va pouvoir continuer à menacer un peu, je dis bien un peu, la quiétude. Et donc, tant qu'on n'a pas mis la main sur ces personnes, je pense que la mission de ceux qui se verraient en possession de ces informations pertinentes-là serait de pouvoir les dénoncer valablement. Parce que ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui aurait pu faire basculer complètement le destin du pays dans un autre sens qu'on n'aimerait quand même pas imaginer. Et donc, j'invite ceux qui seraient en possession de ces informations-là à pouvoir laisser s'exprimer leur fibre patriotique. Et vous, je ne vous ai pas posé la question sur notre diplomatie elle-même concernant notre entourage, au cas où ces personnes-là se réfugieraient donc dans ces pays-là. Comment justement actionner ce côté-là, enfin ce levier-là, pour que la recherche aille vite? Bon, je ne veux pas rester pessimiste, mais moi aussi, je ne m'attends pas forcément à ce que les autorités en tête de ces pays-là coopèrent. Mais la coopération pourrait peut-être venir des citoyens, de quelques citoyens qui se verraient en mesure de pouvoir donner des informations pertinentes. Mais venant des autorités, j'ai quelques doutes par rapport à cela. Et donc, si on doit on doit mettre en marche une certaine diplomatie dans ce sens-là. Je pense que la chose prioritaire serait d'abord qu'il y ait d'accalmie par rapport à tout ce qu'il y a comme tension de façon générale. Si ce levier-là n'est pas actionné, si ce côté-là n'est pas réglé, je ne pense pas que ces personnes-là soient prêtes à pouvoir, ces autorités, je vais dire, soient prêtes à pouvoir réellement coopérer pour amener le pays à pouvoir appréhender ces gens-là. Il y a des accords dans ces termes-là, mais bon, laissons cela. Nous avons quand même justement de belles relations avec ces pays-là, au-delà du fait que sur un certain point de vue, on va dire idéologique et politique, nous ne sommes pas totalement en accord en termes de diplomatie. Je crois que les accords avec ces pays-là demeurent et ces accords ont des indices. Il faut pouvoir les respecter. Et puis, il y a également le fait que ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui, appartiennent toujours à Interpol. Et, un mandat a été déposé également au niveau de Interpol. Donc ici, s'avérait que l'un d'entre eux, l'un de ces fugitifs-là, se trouverait dans l'un de ces pays auxquels nous faisons référence là, eh bien, Interpol agira et par le biais de toutes les prérogatives qu'ils ont, l'extradition pourra se faire tranquillement. Voilà, qui a dit, a vu donc, on va dire à tous les citoyens qui détiennent ne serait-ce qu'un début d'information, début de piste pour aider la police à mettre la main sur ces fugitifs. Eh bien, vous connaissez les canaux, mesdames et messieurs, pour la contribution à cette mission. On va passer à notre second sujet, celui de ce qui reste du cas de concertation de l'opposition. In fine, à quoi a-t-il servi concrètement? C'est la question que nous posons ce soir. C'était dans un premier temps le MPL, après la GSR. Dans un autre registre, la LFN s'est retrouvée avec d'autres mouvements pour créer la troisième voie. On a l'impression qu'il ne reste que les démocrates dans ce cadre de concertation. À quoi
quoi nous a-t-il servi cet ancien Batemi? Il nous a servi à voir que visiblement, dès le départ, il y avait un problème d'accord. Il nous a servi à voir que les gens se sont fixés des règles qu'ils n'ont pas été en mesure de respecter. Au final, on se demande pourquoi est-ce qu'ils se sont fixés ces règles-là. Il nous a servi de voir que ces personnes-là qui se sont mis ensemble n'étaient pas à la base, je ne sais pas, j'ai envie de dire, et j'espère ne pas être trop choquant, convaincus de l'objectif pour lequel elles se mettaient ensemble. Parce que l'objectif, c'était de créer une cohésion par rapport aux échéances, aux élections générales de 2026. Nous n'avons pas eu cette cohésion-là, ni au moment du dépôt des candidatures, ni au moment où la campagne se faisait pour parvenir à obtenir des sièges au niveau communal et au niveau législatif. Visiblement, nous ne l'aurons pas pour la présidentielle, étant donné qu'aucun des partis de ce cadre-là ne se trouve être en lice pour l'élection présidentielle à venir. Donc, il nous a permis de voir qu'il y avait une vraie guerre à ce niveau-là. Il nous a permis de voir... Vous trompé de lutte alors? Ce n'était pas clairement fixé. Non. Si vous parlez de tromper, je dirais peut-être qu'ils se sont trompés d'objectif ou qu'ils n'ont pas peaufiné assez bien les stratégies. D'accord? Vous savez, je vais faire une allégorie, vous pouvez être avec des personnes, mais ne pas être en synergie avec ces personnes-là. Être ensemble physiquement ne signifie pas que vous avez la même façon de penser, que vous poursuivez le même objectif et que vous avez la même méthodologie pour parvenir à ces objectifs-là. Et vous savez que en termes de politique, il y a très vite, à des moments donnés, l'instinct primaire qui est l'émotion qui finit par agir. Et puis, il y a des personnes parmi ces gens-là qui ont une certaine moralité, qui ont une certaine idéologie qu'ils défendent. Et quand vous observez bien, la plupart de ceux qui se sont mis ensemble ont des idéologies différentes. Est-ce qu'ils en ont d'abord? Moi, je pose la question. Hein. Oui, ils en ont. Vous voyez aucun vice. Soyons gentils. Ils en ont. Je ne vous prête aucune attention. Je pense qu'ils en ont. Mais je trouve juste que les idéologies ne sont pas les mêmes. Et je pense que ça leur a joué quelque peu des tours. Le MPL c'est soustrait assez tôt. Je crois que c'était depuis septembre 2024, si je ne me trompe pas. Le 5 septembre, pour être précis, si ma mémoire est bonne. Depuis le 5 septembre, ils se sont soustraits parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont les choses se passaient. Ils ont même à l'époque déjà dit... Exactement. Il n'y avait pas la cohésion. Exactement. Ils ont même à l'époque déjà dit qu'il n'y avait pas la cohésion donnée et que les objectifs qui avaient été fixés au départ n'étaient pas respectés. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on est en train de courir, pourquoi est-ce qu'on est en train de se rassembler, qu'on fait les travaux et qu'on réfléchit ensemble, autant qu'eux puissent, entre guillemets, gagner du temps et se retirer de ça et se consacrer entièrement à autre chose. Et finalement, c'est le FSR, je crois. C'est qui... NFL le GSR. Non, je voulais parler de GSR. Okay. C'est le dernier en date, oui, c'est le GSR. Voilà. C'est la GSR, la Grande Solidarité Républicaine. Exactement. Le parti de notre très cher... Monsieur Vissé-Togbe. Vissé-Togbe, voilà. Qui se retire et qui estime que les choses ne sont pas respectées, qu'on décide de faire des choses qu'on ne respecte pas, et qui en veut quelque peu, parce que quand je lis la déclaration de leur retirement ou de leur sortie, j'ai comme l'impression qu'ils ont des glaives contre le parti Les Démocrates, qui se retrouvent tout seuls désormais par rapport à ça. Et puis, quand j'observe aussi bien, je me dis, bon, ils ont bien fait de quitter, hein, parce que si c'était resté, au final, d'ici peu, dès que la prise de fonction du prochain président se ferait, nous aurons une trêve de 5 ans. 6 ans. Oui. Ah, d'accord. Et pendant les 6 ans, ils vont rester dans ce groupe-là. Ils feront quoi pendant les 6 ans? Ils vont définir les stratégies. D'accord. Monsieur Akapo, je vous pose la même question. Au début, ce cas de concertation avait beaucoup d'ambition relative du code électoral avant les élections générales de 2026. Audit du fichier électoral, bon, qui a été fait, mais même si on n'a jamais eu le rapport général. Amélioration ou restauration du tissu social, amélioration du pouvoir d'achat et libération
des détenus du politique. Bref, au vu de ce cahier de charges et de très grandes ambitions, à cette étape précise, quel bilan vous faites de ce regroupement de ces forces de l'opposition, qui ont été, enfin, un regroupement déjà qui a fait jaser avec l'absence de la FCBE? Alors, le bilan qu'on peut déjà faire, c'est que ce regroupement a pu permettre une amplification de l'animation de la vie politique du côté de l'opposition à un moment donné, et ce qui est un élément positif par rapport à ce rassemblement-là qui s'est fait à un moment donné. Et si nous devons souligner un autre élément positif qu'on peut remarquer à ce niveau, c'est le fait que les différentes démarches et les différents dialogues menés avec les exécutifs ont pu leur permettre de pouvoir à un moment donné parvenir à ce que l'audit du fichier électoral soit fait. Et donc, hormis ces deux éléments, je ne vois pas d'autres aspects qui puissent leur permettre de dire aujourd'hui que le bilan dépasse ce point que je viens de faire là. Et donc, si on doit regarder cela voudra dire que le bilan est très peu élogieux. Et donc, ce qui pourrait, en complément de ce que M. Atemi, je pense que c'est ça, hein, oui, a évoqué tout à l'heure, c'est que déjà, à la base, moi je pense que c'était déjà mal parti par rapport à ce regroupement-là. Je ne le dis pas pour jeter du discrédit sur ce qui a été fait ou pour porter de jugement de valeur sur ce qui a été fait. Nous sommes dans un contexte d'analyse et quand on fait d'analyse, on doit laisser de côté les émotions et attaquer la réalité. Et donc, ce que je m'en vais souligner, c'est le fait que déjà à la base, on a dit cadre de concertation de l'opposition. Et on se retrouve à soustraire un parti de l'opposition qui n'est rien d'autre que FCBE. Alors le parti FCBE n'était pas quand même un parti qui soit des moindres, parce qu'un parti qui a quand même quelques maires. La preuve, c'est qu'ils vont à la présidence. Exactement. Donc, ce parti, moi je me dis peut-être que s'il y avait cette cohésion-là au sein de ce regroupement, peut-être que cela aurait pu permettre aux partis, les démocrates, de pouvoir présenter un candidat ou que cette coalition-là puisse dégager un candidat pour aller aux élections. Et donc, cet élément-là fait déjà que je me dis que c'était déjà mal parti. On ne peut pas décider d'écarter un parti alors qu'on veut se retrouver ensemble au sein d'une coalition pour défendre certains idéaux que les autres aussi défendent, même si la stratégie n'est pas la même. Ça fait un premier élément. L'autre élément, c'est le fait que on doit aussi regarder la vision dans laquelle s'inscrit chaque parti pour se réclamer comme étant parti de l'opposition. Est-ce que la vision est la même? Donc, si la vision n'est pas la même, ne rêvons pas que les partis puissent avoir de consensus par rapport à la ligne de défense que les cadres ou les acteurs pourraient mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, cela m'amène à aborder l'aspect de la stratégie qui est aussi un élément capital qui a manqué, parce qu'il y a une partie de cet ensemble-là qui veut agir de façon modérée et il y a une autre partie qui veut aller de façon brutale ou de façon radicale. Et donc, si on regarde cela, je pense que le point de scission est déjà créé. Et donc, je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels les uns et les autres disaient qu'ils n'ont pas pu avoir de consensus par rapport à l'objectif et que c'est ça qui a fait qu'ils se sont retirés. Et l'autre chose que je m'en vais aussi souligner, c'est le fait, par exemple, que on n'est pas pu... Moi si j'étais pas, par exemple, avec eux, j'aurais suggéré, par exemple, qu'en ce moment, ils auraient pu mettre en place un organe de médiation. Parce que
les points de division ou de divergence naissent toujours. Et s'il y avait cet organe-là qui, à l'interne, qui pouvait être totalement neutre, qui pouvait les amener à fédérer leur action, quand il y a des points de discordance, cela aurait pu nous permettre de pouvoir avoir une bonne marche de ce cadre-là qui a été mis en place, mais qui se retrouve à ce bilan que nous observons aujourd'hui. Oui, avant vous, beaucoup prophétisaient déjà la naissance de ce cas de concertation, que ça allait finir en queue de poisson, beaucoup dans notre consultant politique, puisqu'il y avait pratiquement rien dedans. Qu'il vous souvienne, déjà, le front a connu le même sort. Alors, est-ce à dire que finalement, l'opposition, dans sa forme actuelle, doit définitivement muter pour ne pas, on va dire, commettre de nouveau les mêmes erreurs? Oui, mutation. J'ai envie de dire, il faut qu'elle puisse avoir le destin du phénix. Mourir, brûler entièrement et renaître ensuite de ces cendres-là. C'est la solution aujourd'hui. Parce qu'en fait, le cadre de concertation là, qui a accouché d'un enfant mort-né, écoutez, c'était le cadre idéal pour pouvoir s'assurer de bons résultats pour l'opposition, autant pour les élections législatives communales que pour l'élection présidentielle à venir. Mais ils n'ont pas su la saisir. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité-là pour pouvoir avancer véritablement. On a dit que les accords de gouvernance pouvaient se faire entre eux, partis politiques, qui se trouvaient dans ce cadre-là. Ils auraient même pu, s'ils remplissaient les conditions que la loi exige, pouvoir avoir cet accord-là et avancer tranquillement. Mais ils n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, ils se trouvent dans l'obligation de pouvoir faire ce changement de peau-là, de renaître totalement, se revoir. Si c'est même possible de se remettre tous ensemble, c'est compliqué, hein? C'est des choses que nous disons ici facilement avec le verbe, mais qui, dans l'application, se trouve être très, très, très difficile, parce que nous savons quelles sont les causes de leur guerre. Nous savons véritablement quelles sont les causes du fait qu'ils n'arrivent pas à pouvoir rester ensemble, faire les choses ensemble et avancer. Mais il va falloir faire le difficile et se départir de tout ce qui a rapport à l'émotion, tout ce qui a rapport au passé et pouvoir avancer. Il y a une belle citation qui dit qu'il faut laisser derrière soi le passé pour construire l'avenir. C'est cette citation-là qui doit être aujourd'hui leur point de départ pour pouvoir repartir de plus belle. Si je ne me trompe pas, c'est une phrase qui appartient à Yasser Arafat, si je ne me trompe pas. Monsieur Kakpo, l'occasion pour faire la mue de cette opposition? Oh, je pense que l'heure du bilan a sonné. Et si je dis l'heure du bilan a sonné, c'est que chacun doit pouvoir se mirer et voir la réalité en face. Et donc, de pouvoir réellement voir ce qui va et ce qui ne va pas, faire une analyse panoramique qui puisse permettre réellement de pouvoir relancer les choses. Et donc, je ne pense pas que cette situation soit un élément qui puisse nous permettre d'affirmer ici aussitôt que ce serait peut-être un enterrement entre griffes des partis d'opposition. Non, je pense que l'animation de la vie politique va continuer à se faire avec les forces de l'opposition. Et moi, je me dis, ce calme que nous observons un peu de ça et là par rapport aux partis d'opposition, moi je trouve ça totalement normal parce que c'est dans ce calme-là que chacun pourra se retrouver, chacun pourra retracer sa vision, chacun pourra se positionner par rapport aux différents enjeux qui arrivent et par rapport aux différents dispositifs qui sont mis en place pour surtout encadrer le fonctionnement de la vie politique. Parce que qu'on le veuille ou pas, les choses évoluent, les choses s'actualisent et il va falloir à un moment donné s'asseoir et faire une analyse assez complète pour pouvoir voir réellement comment cela va se faire. Mais je voudrais préciser pour finir que
la mouvance aussi ne va pas baisser les bras. Merci à vous, Justin Kako. Merci à vous, c'est Ansel Matemi. Je te pavé dans la barre. Nous avons fini pour ce soir. Merci pour votre disponibilité, vos apports sur ces sujets que nous avons mis en débat. Mesdames et messieurs, le débat va se poursuivre chez vous. Également sur nos plateformes numériques, le www.etelebénin.com, sur la chaîne YouTube Télébénin. Et téléchargez notre application Télébénin pour nous suivre un peu plus facilement. Télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.